Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre émission hebdomadaire au cœur de la santé sur Info TV. Au cœur de la santé est un espace d'échange et d'éclairage sur les réalités sanitaires de notre société. En prélude à la journée mondiale de sensibilisation à l'albinisme célébrée vendredi 13 juin 2025, aujourd'hui nous abordons ce sujet encore méconnu et souvent entouré de préjugés. L'albinisme, une condition génétique, mais aussi un enjeu de santé publique, de droits humains et du vivre ensemble entre mythes ancestraux, discrimination persistante et réalité scientifique. Nous allons tenter de comprendre ce que vivent réellement les personnes atteintes d'albinisme. Madame, Monsieur, installez-vous confortablement au cœur de la santé. C'est maintenant avec nos invités qu'on accueille après la petite transition. À tout de suite. De retour sur ce plateau, nous accueillons nos invités. Je commence par vous, Dr Urhogri Gongoko. Bon après-midi. Bon après-midi, madame. Merci. Comment allez-vous? Très bien. D'accord. Vous êtes universitaire, travaillant dans la recherche médicale en dermatologie et consultant. Effectivement. Vous êtes également fondateur Camel Fly Up. Ouais. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. C'est aussi un plaisir pour moi d'avoir répondu à votre invitation. On poursuit avec vous, Thierry Menimo. Bon après-midi. Bon après-midi, madame. Comment allez-vous? Ça va très bien. Vous êtes directeur exécutif Massa World Cameroun. Oui, effectivement. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Plaisir partagé, madame. On termine avec la dame de ce panel, Dora Bayo Gaba. Bon après-midi. Bon après-midi, madame. Comment allez-vous? Je vais très bien. Vous êtes étudiante en botterie et formatrice en maroquinerie. C'est quoi? Expliquez-nous un peu botterie, maroquinerie. Déjà, la botterie, c'est l'art de fabriquer des chaussures ou babouches sur mesure avec le cuir uniquement. Et la maroquinerie, c'est fabriquer des sacs ou des bijoux artisanaux, un peu comme là. Soit comme votre bracelet. Oui, soit avec du bois ou du cuir ou du plastique. D'accord. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Ainsi présenté, fidèles téléspectateurs, c'est parti pour 52 minutes d'entretien. Mais avant, prenons cette petite pause. Fidèles téléspectateurs, vous pouvez participer à l'émission via le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. L'émission est également retransmise en direct de notre page Facebook Info TV Cameroun. Laissez vos messages de ce côté, on se fera un plaisir de les lire. Je commence avec vous, Dr Urhogri Gongoko. Qu'est-ce que l'albinisme sur le plan médical et génétique? Merci une fois de plus de m'avoir passé la parole et donner aussi cette opportunité pour que nous puissions informer les populations de ce que c'est l'albinisme. Cette question que vous venez de poser, effectivement, elle met en évidence deux volets, l'aspect génétique et l'aspect médical. Donc, en ce qui concerne la génétique, on peut dire que l'albinisme, c'est une affection. C'est vrai que de façon triviale, on parle toujours de maladie. Et ce thème conduit beaucoup à des stigmatisations. Mais je préfère ici, ce jour, inviter les gens à parler beaucoup plus d'affection génétique qui rend impossible la production de mélanine ou alors réduit sa production. Et lorsqu'on parle d'albinisme sur le plan génétique, il faut distinguer deux cas. Il y a l'albinisme de type autosomal et l'albinisme de type
gonosomique. Je vais expliquer ce thème en disant que nous avons 46 chromosomes et c'est 23 paires. On a 22 paires d'autosomes et une paire de gonosomes. Donc, lorsqu'on parle d'autosomes, au fait, ce sont ces chromosomes qui vont contribuer à synthétiser les caractères qui forment le corps dans son ensemble. Et sur le plan gonodal, au fait, ce sont des chromosomes qui vont se diriger vers l'édification sexuelle, dans les structures sexuelles, telles que l'appareil génital. Donc, sur le plan autosomal, l'albinisme est dit récessif. C'est-à-dire donc qu'il faudrait qu'on ait les deux parents, c'est-à-dire le papa, la maman, qui vont donner ces allèles qui sont récessifs et qui viendra donc s'exprimer sur l'enfant. Dans le cas de l'aspect gonosomal, en général c'est le chromosome X. Donc c'est à noter que chez la femme, on est XX et chez le papa, on est XY. Donc on rappelle que ce sont des mutations. Donc quand on dit mutation, ce sont des changements de l'information. D'accord. Donc ça voudrait dire donc que sur ce plan-là, on aura pour la fille, il faudrait donc que le papa donne son X avec cet allèle et que la maman donne son X avec cet allèle. Donc, et chez le garçon, il ne faut que le X. Comment ça se traduit? Il faudra donc, sur le plan médical donc, toutes ces informations génétiques nous permettent de comprendre donc le cas médical, c'est-à-dire le cadre clinique. Donc, on va distinguer donc l'albinisme dit oculocutané, c'est-à-dire donc on a l'absence de mélanine sur la peau, sur les yeux et dans le système pileux. Et on rappelle que dans cette forme d'albinisme de type oculocutané, on distingue 8 sous-types. Donc, et l'une des précisions que j'aimerais faire ici, dans les familles, ça se voit. C'est vrai qu'en général, lorsqu'on parle d'albinisme, on voit beaucoup plus la couleur blanche. La couleur blanche, effectivement. Et vous allez voir donc dans la société, effectivement, il y a d'autres couleurs, par exemple les couleurs bronzées, qui semblent comme être du marron. Donc là, au fait, c'est un albinisme de type oculocutané, mais de type, par exemple, 3. Donc je tiens à ces précisions pour que justement des gens n'ont pas une fixation en disant simplement que c'est la peau blanche. Donc, et je disais aussi même temps sur le plan médical, il y a l'albinisme oculaire, c'est-à-dire que uniquement l'absence de mélanine dans les yeux. Et là, on distingue aussi deux types. Donc, l'albinisme oculocutané et l'albinisme oculaire font partie de ce qu'on appelle l'albinisme non syndromique, c'est-à-dire que on n'a que l'absence de production de mélanine ou alors la réduction de production de mélanine. Maintenant, il faudra aussi distinguer l'albinisme qui est syndromique, c'est-à-dire qu'en dehors de cette mélanine qui est insuffisamment produite, on peut avoir aussi d'autres affections comme par exemple des troubles hémorragiques. Donc là, c'est l'albinisme syndromique, mais qui sont des cas très rares. Et enfin, on va distinguer l'albinisme total, c'est-à-dire que on n'a pas de pigment, on est tout blanc. Souvent, le thème souvent qu'on dit, la porphyrie, qui donne souvent pour dire enfant fantôme, qui est tout blanc. D'accord. Et quels sont les principaux problèmes de santé auxquels sont confrontées les personnes atteintes d'albinisme? Comme on l'a dit sur le principe génétique et dans le cadre médical, l'absence de mélanine, donc il est important déjà de rappeler la structure de la peau. Donc il y a les cellules, les mélanines, dans les mélanocytes, donc c'est celui qui vont produire la mélanine. On a des cellules de Langerhans, c'est-à-dire qui interviennent dans la défense du système tegumentaire, c'est-à-dire la peau. Et on a les kératinocytes et les cellules de Merkel. Donc, la mélanine donc constitue cet étran
qui permet de filtrer ces rayons du soleil, en général les rayons ultraviolets, qui sont agressifs pour ces différentes cellules, parce que les kératinocytes, tout ça, ce sont des couches de cellules, donc ils sont agressifs et exposent de ce fait la peau, par exemple, aux rougeurs, aux brûlures, aux démangeaisons, parce que quand il fait chaud, la peau est déshydratée et on peut aller avec des complications comme des cancers. Donc voilà des affections les plus courantes. Les plus courantes. D'accord. Y a-t-il des soins spécifiques ou des suivis médicaux recommandés pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes? Ce qu'on peut dire, donc, il faudra prendre deux cas. L'aspect préventif et l'aspect curatif. Donc, en ce qui concerne l'aspect préventif, comme on l'a déjà dit, le fait qu'il n'y a pas cet étrange qui est la mélanine. Donc, c'est pourquoi lutter contre le soleil est déjà la première ligne de défense qu'il faut utiliser. Donc, il est recommandé, ça sont des recommandations, c'est-à-dire de porter des habits longues manches lorsqu'on va sous le soleil, porter des chapeaux large bord. En général, au niveau des vêtements qui sont dits longues manches, si on précise la couleur, qu'il faut éviter au maximum le noir. Le noir, oui, parce que le noir, il retient la chaleur. Maintenant, sur le plan, il y a les crèmes solaires qu'il faut utiliser lorsque, effectivement, on va sur le soleil, on peut utiliser les crèmes solaires. Maintenant, en termes curatifs, il faut déjà identifier les différentes affections dont la peau peut subir. Comme je l'ai dit, on peut avoir des kératoses. Donc, vous avez souvent des peaux qui sont rugueuses, qui desquament. Donc, on peut avoir aussi de cancer. Donc, il y a des traitements qui peuvent être utilisés, comme des corticoïdes, dans des pommades faites à base de corticoïdes. Donc, dans le cas, par exemple, des cancers, on est obligé, par exemple, d'aller à une chirurgie, une chimiothérapie, une radiothérapie, une immunothérapie. Ça m'amène à vous poser cette question. Existe-t-il aujourd'hui des avancées scientifiques ou thérapeutiques concernant l'albinisme? Oui, effectivement, il existe des avancées thérapeutiques. Comme je vous ai dit d'entrée de jeu, sur le plan génétique, qui est de comprendre les mécanismes qui permettent donc de comprendre l'albinisme. Effectivement, des essais sont faits justement sur des produits qui vont directement aller s'attaquer à ces gènes responsables de l'albinisme. D'accord. Pour sortir, quel conseil donnerez-vous aux familles pour accompagner un enfant atteint d'albinisme, surtout en zone tropicale comme le Cameroun? Comme on l'a dit, déjà la prévention. Il faut maximiser sur la prévention en respectant les recommandations qui sont données. Déjà, le travail, il est suffisamment fait parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, les populations sont informées de ce que c'est l'albinisme. Donc, et nous invitons les parents à se rapprocher des professionnels de santé, en général les dermatologues, ou des consultations qui peuvent se faire une ou deux fois l'année. D'accord. Nous constatons qu'il y a des téléspectateurs qui appellent. Vous êtes en train de nous perturber. S'il vous plaît, laissez vos messages au bas sur le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. C'est encore mieux. On ne prend pas les appels dans cette émission. Alors, je vous laisse souffler un peu. Je me tourne vers vous, Dora. Merci. Ça va? Ça va. D'accord. Comment vivez-vous au quotidien avec l'albinisme, notamment dans votre environnement social ou professionnel? Déjà, merci pour la parole. Je dirais tout simplement que vivre avec l'albinisme au quotidien, c'est un mélange de vigilance, mais aussi de dépassement. De vigilance parce que, comme le docteur l'a dit précédemment, il faut tout le temps prendre des mesures préventives, notamment éviter le soleil et s'acquérir de produits pharmaceutiques comme la crème solaire pour éviter ça. Mais aussi dépassement parce que la condition de notre peau ne définit pas de manière générale nos capacités, nos aptitudes. Et dans le cadre professionnel, je dirais plus académique, c'est important de pouvoir s'affirmer en fait.
Oui. Parce que si tu as affaire à des personnes, généralement c'est le cas, timides, qui ont des difficultés à s'exprimer, alors la société a tendance à les marginaliser, c'est un peu le mot. Donc, généralement, il est question de s'affirmer, c'est mon cas particulièrement, dire ce que je pense, comme j'ai pensé et entends. D'accord. Ok. Avez-vous été victime de stigmatisation ou de discrimination? Si oui, pouvez-vous partager cette expérience oui, avec nous? C'est le cas. C'est vrai que stigmatisation et discrimination sont des mots liés, mais tout autant distincts. Déjà, pour la petite histoire, durant ma formation académique, un jour, on nous a présenté un nouveau professeur, c'est-à-dire c'est elle qui sera votre nouveau formateur pour 4 mois. Et la dame avait dit dès son entrée qu'elle ne donnera pas cours dans cette salle de classe si je suis à l'intérieur. Wow. Donc, elle ne donnera pas cours dans la salle de classe si je suis à l'intérieur, mais qu'après être sortie, moi, je pouvais entrer. Donc, ce qui se passait, c'était genre, quand elle entrait, je sortais. Sauf que j'avais supporté ça pour 1 mois maxi avant de m'affirmer, comme j'ai tantôt dit. Donc, c'est souvent un peu difficile, déjà, même que dans des taxis. Quand tu empruntes un taxi, quand le chauffeur va un peu s'avancer devant là pour prendre un autre client, il va baisser la tête et guetter dès qu'il voit que non, c'est un albinos qui est à l'intérieur. Soit il n'entre pas, soit il entre, mais vous évite au maximum. Ou des fois, même les chauffeurs nous acceptent, mais au moment de prendre la différence ou le remboursement, ils préfèrent donner à un autre client de me remettre. Donc c'est souvent un peu difficile, mais on est déjà habitué. Ok. Et au niveau, si on revient un peu sur l'expérience que vous avez vécue avec votre enseignante, qu'est-ce que la hiérarchie avait fait en ce moment? Était-il au courant de ce qui se passait? Et comment également vos camarades de classe ont La hiérarchie était au courant. Déjà, les camarades de classe avaient mis un peu de temps. C'est vrai que la majorité ne m'acceptait pas. Mais ceux qui avaient compris ma condition faisaient l'effort de me mettre dans un entourage convivial. Du coup, la hiérarchie est au courant, mais ils ont pris plus de temps qu'il en fallait pour réagir. Donc, j'ai vécu comme ça sur près de 2 ans avant que la direction ne soit changée. Donc, c'était une autre dame qui est arrivée et qui a pris des choses en main. Déjà, tout simplement parce qu'elle avait, elle aussi, une progéniture albinos. Donc, c'est souvent un peu difficile parce qu'on se plaint, mais après, rien n'est fait. D'accord. Et au niveau de la famille, vous avez des frères atteints d'albinisme? Oui, déjà, la maman est albinos. Tous mes frères et sœurs également sont albinos. Et comment est-ce que la famille tout entière, la grande famille, prend cette situation, si on peut dire ainsi? La grande famille, bon, ils acceptent sans vraiment accepter. Je ne sais pas comment expliquer. Comment ça doit expliquer? C'est-à-dire, ils acceptent parce que vraiment c'est le sang. C'est un fait, et oui, vous êtes là, ils peuvent échanger. Sauf qu'après, peut-être lors des réunions familiales, on nous exclut catégoriquement. Lors des réunions familiales, ou bien les ayants droit, peut-être du côté du père, on nous exclut, soit disant que les albinos n'héritent pas. C'est ce qu'on nous a tantôt dit, que les albinos n'héritent pas. D'accord. On va revenir sur... tout à l'heure, on reviendra avec vous, Thierry, sur les droits humains. Et vous pourrez peut-être aider les téléspectateurs qui nous regardent à comprendre. Les albinos n'héritent pas. Ok. On poursuit avec cette question. Quels sont les plus grands défis auxquels vous êtes confrontés au quotidien? Vous avez parlé de frustration tout à l'heure au niveau de la famille, de la société. Déjà, le premier défi, c'est la visualité. En fait, il y a beaucoup de supports écrits qui sont très difficiles à lire. Déjà que les structures administratives, éducatives, je précise, ne prêtent pas attention, mais il y a d'énormes difficultés à lire des documents. La police est toute petite. Donc, même avec les lunettes, tu es obligé de rapprocher le document près du visage. Après, c'est la méconnaissance, déjà parce que nombreux sont ceux-là qui pensent encore que l'albinisme, c'est une malédiction ou une maladie contagieuse. Il y a des gens qui pensent que si je les touche, automatiquement, ils deviendront albinos sur le champ ou bien au cours des jours qui vont suivre, ils deviendront albinos. Et enfin, c'est
la difficulté d'avoir des produits adaptés, comme des crèmes solaires à des prix abordables. Vraiment, c'est un vrai parcours du combattant. Même au niveau également de la nutrition, est-ce que vous mangez tout ce que nous mangeons? Bon, ça, c'est vraiment, c'est cas par cas, comme je l'ai dit hier. C'est cas par cas. Mais la plupart des albinos devraient faire attention aux aliments qu'ils consomment. Parce que moi, particulièrement, je fais des réactions allergiques à plusieurs aliments, notamment le porc, l'huile de palme, les écrevisses, les feuilles de waterleaf, je précise, les feuilles de kombu. Donc, il y a des aliments qui me dérangent particulièrement. D'accord, ok. Et quel rôle votre entourage a-t-il joué dans votre acceptation personnelle? On va commencer peut-être par vos parents. D'accord. Du côté des parents, ma maman, vraiment. D'ailleurs, je dirais que c'est elle vraiment qui a été, qui est et qui sera toujours mon pilier, parce qu'elle a l'habitude de dire, je cite, ta différence est ta richesse et tu dois savoir exploiter cette richesse-là. D'accord. Alors, entre mes oppresseurs, comme je l'ai tantôt dit, ma frustration, et les personnes qui ont accepté ma condition, c'était vraiment un défi de m'accepter parce que c'était difficile. Avant, je faisais genre quand on m'insulte en route, quand on me vise des petits cailloux là, arrivé dans la chambre là, je pince le pot. J'ai dit, mais pourquoi c'est à moi qu'on a donné ce style de peau? Sauf qu'après, quand j'ai pris conscience que je dois m'accepter telle que je suis vraiment, je vous assure, c'est là que j'ai compris, comme je disais au docteur un jour, que la paix intérieure, vraiment, c'est accepter ce qu'on ne peut pas changer. Donc, c'est comme ça que mon élan d'acceptation personnelle a été. D'accord. Si vous aviez un message à faire passer aux jeunes vivant avec l'albinisme, que serait-il? Déjà, tout simplement qu'ils ont le croire, comme tout autre Camerounais ou tout autre citoyen dans ce monde d'exister. Par la suite, qu'ils n'aient pas peur de s'affirmer. Oui. Et enfin, je dirais tout simplement qu'ils doivent se documenter parce que la connaissance, c'est la clé de l'émancipation. La connaissance, c'est la clé de l'émancipation. Fidèles téléspectateurs, vous êtes bien en direct de votre émission Au cœur de la santé sur Info TV. On va prendre le volet droits humains avec vous, Thierry. Yanche. Quelle est la situation des droits des personnes atteintes d'albinisme au Cameroun? D'accord, je vais faire l'effort de ne pas me répéter. Mais je crois que mes prédécesseurs sur le plateau déjà ont dit beaucoup de choses très intéressantes. Il faut d'abord reconnaître que le Cameroun fait partie de l'un des pays en Afrique qui a signé la plupart des conventions sur les droits humains. Et la convention, la résolution 70/229 de l'Assemblée générale des Nations Unies, elle-même a constaté avec inquiétude que vraiment les personnes vivant avec l'albinisme souffraient de ce qu'on appelle la pauvreté à cause de la discrimination et la marginalisation qu'elles subissent au quotidien. Et de ce fait, elle s'est dite consciente que les ressources étaient nécessaires à l'élaboration des programmes et de mettre sur pied des programmes qui visent à régulariser cette situation au quotidien. Et le Cameroun fait partie des pays qui ont signé ces conventions. Maintenant, dans comment je peux dire, dans la réalité du quotidien, Oui. il y a beaucoup à faire parce que l'État certes signe, mais maintenant, il faut que la plupart des parties prenantes s'engagent pour le respect de ces droits. Les conventions sont déjà signées, mais qu'est-ce qu'on fait par la suite? Et c'est à ce niveau que nous, particulièrement, nous intervenons, nous, Massy World. On s'est dit, au regard de ce que les albinos disent au quotidien, il y a le problème de pauvreté. Pourquoi? Comme elle a dit tout à l'heure, la marginalisation au niveau de la formation, au niveau de l'éducation, qui parfois les ferme les portes au niveau de l'emploi. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau? Voilà, nous venons avec une approche un peu différente. Nous ne voulons pas chanter tous les jours, il faut protéger les droits des personnes albinos. Mais nous voulons aller concrètement dans des programmes qui visent à autonomiser les personnes albinos et aussi intensifier la sensibilisation. Parce que généralement en Afrique, quand une question nous échappe, ça révèle directement de la sorcellerie. Oui, nous devons vraiment sensibiliser ces populations pour les faire comprendre. Les personnes albinos sont des personnes comme nous tous. La seule différence est au niveau de la mélanine. Au niveau de la mélanine. Mais sinon, nous avons tous les mêmes droits, les mêmes devoirs. Et parfois, même ces albinos ont certaines potentialités que nous, avec la mélanine, n'en avons même pas. Et nous sommes là aussi pour faire la promotion de leur talent, leur capacité, comme
comme Dora l'a dit tout à l'heure. Nous voulons même, avec elle, essayer de faire des formations pour aider les albinos à apprendre aussi des choses qu'elles ne connaissent pas, pour pouvoir se prendre en charge, ne pas toujours tendre la main. Je crois que la meilleure façon d'aider ces personnes, c'est de les aider à s'autonomiser pour essayer de relever ce problème de discrimination. D'accord. Et quels sont les mythes ou fausses croyances qui persistent autour de l'albinisme dans nos sociétés? Oui, comme je vais le redire, je ne vais pas me redire, mais je vais juste redire d'une autre façon ce qu'ils ont dit. Déjà dans la région du Nord, par exemple, il y a une tribu qu'on appelle Fali. Là-bas, quand un albinos naît, on dit que c'est la malchance qui est entrée dans la famille. Ça fait que on tue l'albinos pour éviter que la malchance se propage dans la famille. Chez les Bétis, par exemple, la présence d'un albinos peut être pour certaines personnes perçue comme une malchance toujours. Mais par contre, peut aussi aider à soigner certaines maladies comme le sida. Quand vous faites peut-être l'amour avec une albinos, ça peut soigner peut-être le sida. C'est ce que la société... C'est ce que la société se dit. Ah, d'accord. C'est ce que la société se dit. Ça n'a pas été vérifié, c'est vérifiable nulle part. Mais c'est des constructions sociologiques qui, comment je peux dire, intensifient la stigmatisation. Mais par contre, au niveau des villes, au niveau des régions urbaines, je crois que ça évolue quand même. Ça évolue. Les gens essayent déjà d'apprendre à accepter les albinos. Mais dans les zones rurales, c'est très difficile. Quand vous êtes albinos dans une zone rurale, d'autres vivent même pratiquement fermés chez eux, ne sortent même pas. Et c'est un gros problème. Et c'est ce que nous essayons au quotidien de sensibiliser. On doit sensibiliser. Les pouvoirs publics doivent sensibiliser. La société civile doit sensibiliser. Et c'est la raison pour laquelle, permettez-moi de chuter, dans la célébration de cette 11e journée, nous avons ciblé des activités concrètes qui peuvent aider à ce niveau. Nous sommes en train de mobiliser les personnes albinos et les personnes qui ne sont pas albinos parce que sont elles qui stigmatisent. Nous avons fait une marche sportive dernièrement qui était vraiment une très belle expérience où les albinos, on s'est mis tous ensemble. On a fait une marche dans la ville de Yaoundé avec l'accord des autorités. Je vous assure, c'était intéressant. Les gens étaient curieux et les gens appréciaient le fait que les albinos commençaient déjà à s'accepter. Parce que je me dis, si on s'accepte facilement, les autres vont nous accepter. Voilà. Et aussi, nous allons poursuivre avec d'autres activités, comme par exemple les tables rondes, pour continuer la sensibilisation autour de nous. Parce que je crois que nous devons déconstruire les mythes qui ont été fixés dans les pensées. Et aussi, nous comptons vendredi, lors de cette journée, après la table ronde. Oui. Organiser même, comment je peux dire, une soirée festive où nous allons inviter nos connaissances, nos amis pour partager ces moments ensemble. Je crois que c'est des initiatives qui brisent des barrières. C'est des initiatives qui nous permettent de changer notre perception envers les personnes vivant avec l'albinisme. D'accord. Et y a-t-il de cas de violence ou d'atteinte grave aux droits humains que vous avez documentés? Pour le moment, nous, je parle de moi, en tant que Masséwo, nous n'avons pas encore documenté, mais c'est un document note quand même, comme tout à l'heure, j'ai pris un exemple de la région du Nord. Il y a des documents quand même qui essayent de relever ces problématiques. Dans la région du Nord, là, si on peut y revenir, dans la région du Nord, là, jusqu'à présent, ça se fait. Oui, ça se fait, c'est très vrai, mais je dirais peut-être ça évolue, peut-être l'évolution n'est pas très palpable, mais les populations de plus en plus essayent quand même de se rendre compte. Même si ça reste persistant uniquement dans les zones, je précise dans les zones rurales. Parce que dans les zones urbaines quand même, les gens s'acceptent, obligés, parce que on est obligé de partager plusieurs choses ensemble au quotidien. Mais dans les zones rurales, c'est des petites communautés qui sont renfermées sur elles, et la problématique est encore très inquiétante là-bas. Mais je crois que nous devons toucher ces zones avec la sensibilisation. Je crois que si on intensifie la sensibilisation, on peut aider ces communautés rurales à mieux percevoir l'albinisme. D'accord. Quelle politique publique ou loi recommanderez-vous pour améliorer leur inclusion sociale? D'accord. En échangeant avec ces personnes, nous apprenons aussi. Nous apprenons beaucoup. Et dans la politique d'inclusion sociale des personnes peut-être vivant avec un handicap, parce qu'il y a un débat, est-ce que l'albinos est handicapé ou pas? L'albinos n'est pas handicapé,
mais l'albinos a fait face à certaines situations d'handicap. Même si globalement il n'est pas handicapé, comme par exemple les problèmes de vue. Tous les albinos n'ont pas les mêmes problèmes de vue ou de peau. Cependant, ça reste un problème parce que au niveau de l'éducation, je proposerais que la personne albinos soit vraiment prioritaire. C'est-à-dire prioritaire, placer un peu des bancs devant les salles de classe pour les permettre de mieux voir au tableau. Parce que nous avons une jeune fille de lycée qui a 9 ans, Andy Kinimeki, qui est élève dans un lycée là-bas et qui, sa maman nous a appelé dernièrement pour dire que sa note a régressé parce qu'elle n'est pas assise devant. Ça fait qu'elle ne perçoit pas très bien au tableau et ça influence ses notes. Et c'est un gros problème. Je crois que si les pouvoirs publics essayent de prendre cette situation au sérieux et que dans tout établissement où nous retrouvons des personnes albinos, qu'on essaie de prendre des dispositions pour au moins favoriser leur apprentissage en tenant compte de cette faiblesse. D'accord. Et on reste toujours dans les droits humains. Si vous avez en face de vous le docteur Manaouda Malachi, ministre de la Santé publique, qu'est-ce que vous lui direz pour ces personnes atteintes d'albinisme? D'accord. Je vais me permettre... Je vais vous reposer également la question. Je vois docteur Rodrigue sourire. Très important. Je vais dire avec peut-être ma vision d'activiste, mais je vais d'abord apprécier les efforts de notre gouvernement, parce que c'est facile de critiquer. Critiquer, mais nous ne faisons pas partie de ceux qui critiquent. Le gouvernement fait assez pour les droits humains au niveau du Cameroun. Nous sommes suffisamment libres chez nous. La preuve en est, lors de cette journée, nous avons eu l'accompagnement du gouvernement et de tous les pouvoirs publics. Même la sécurité nous a accompagnés, la charte nous a accompagnés dans la couverture de nos événements. Ça montre que l'État a un intérêt dans ce que nous faisons. Maintenant, qu'est-ce que je dirais au ministre? Je préfère laisser la parole à Rodrigue. Il est là du domaine de la santé. Il pourra avoir des propositions percutantes et pertinentes. Ok. Ah. Ce grand soupir. Bon, je pense que Thierry l'a bien dit. Mais je pense qu'en termes de politique de santé, il y a déjà ce programme de la couverture santé universelle. Justement où il y a des cibles, par exemple dans le cadre des PNLP, c'est-à-dire Programme national de lutte contre le palud, les enfants de 0 à 5 ans, les femmes enceintes, les personnes vivant avec le VIH. Donc on estime que dans ces différentes cibles, effectivement, l'albinos en fait partie. Donc le gouvernement, il en fait déjà et on ne peut que dire qui dit merci en redemande. Encore. Voilà. D'accord. Dora? Mais cette question vous fait sourire tout ça. Bon, moi, tout simplement, j'aimerais juste faire une précision peut-être différente du docteur et de M. Thierry. Oui. Ce qui est souvent écrit ou alors déclaré comme officiel n'est pas souvent ce que nous on voit sur le terrain. C'est-à-dire nous qui allons peut-être pour des soins, c'est pas souvent ce que l'on voit. Alors moi j'aimerais tout simplement demander au gouvernement en charge de la santé de voir comment il est possible de réduire les frais ophtalmologiques et dermatologiques parce que c'est très coûteux. Ces frais-là, je parle là pour ces familles modestes comme M. Thierry l'a dit. Déjà l'albinos en général c'est quelqu'un de pauvre du fait de la discrimination. Oui. Donc j'aimerais déjà qu'on essaye de voir comment réduire ces frais-là pour leur permettre de pouvoir en fait prendre certains soins à leur disposition parce que c'est pas évident. Pour la plupart des familles, déjà je côtoie beaucoup de personnes comme moi. Donc c'est pas évident la plupart du temps. Des parents te diront que est-ce que je vais sacrifier un 50 kilos de riz pour peut-être avoir une paire de lunettes, déjà qu'elles sont très coûteuses. Donc c'est pas facile. Et la procédure déjà encore pour les avoir n'est pas facile, même dans les hôpitaux publics. Elles sont spéciales vos lunettes? Oui. D'accord. Même dans les hôpitaux publics. Et j'ai souvent l'impression que dans les hôpitaux publics, elles sont plus chères par rapport à des cliniques privées. Donc vraiment, si le gouvernement en charge de la santé peut nous aider de ce côté-là. D'accord. Nous allons dire... vous avez quelque chose à ajouter, Thierry? Je sais pas.
C'est bon, ok. Quelques réactions des téléspectateurs. Bonjour Ange-Marie, très belle avec ta tenue. S'il te plaît, est-ce que c'est vrai que les cheveux d'un albinos peuvent nous rendre riches? Vous voulez répondre? Oui. Allez-y. Déjà, ce sont des mythes vraiment, et c'est pas vrai du tout. Parce que quelqu'un qui est conscient qu'il a une richesse sur la tête, je prends mon cas. Si je suis consciente que j'ai une richesse sur la tête, pourquoi me plaindre des frais, peut-être d'ophtalmologie, de dermatologie ou d'autres choses qui sont chères? Bon, c'est pas du tout vrai. Parce que j'entends souvent ça, d'aucuns qui disent que qu'un brin de cheveux rend riche, ou encore ça te permet d'avoir des facilités dans les activités professionnelles. Non, que ça donne le pouvoir. Oui, ça donne le pouvoir. Peut-être pour ajouter quelque chose, je dirais, peut-être c'est un mensonge construit par certains, je dirais marabouts, qui parfois, pour des intérêts inavoués, essayent de mentir certaines personnes et en les envoyant commettre des crimes au nom de la fortune. C'est très faux, c'est du mensonge déguisé. Parce que c'est pas justifié, c'est pas prouvé. Et certaines personnes ont ça dans la tête parce qu'on leur a dit ça quelque part. Et c'est des vendeurs de rêves et d'illusions. D'accord. On va lire ce message de Moukoko Fabrice depuis Bonamou Sadzi du côté de Douala. Bonjour à toute l'équipe, je suis très heureux que ce sujet soit abordé. Chez nous, à Bonamou Sadzi, beaucoup pensent encore que l'albinisme est une malédiction alors que c'est une condition génétique. Il faut plus d'éducation pour changer ces mentalités. On va lire ce message. Elle s'appelle Amina Diara. Elle nous écrit depuis Bamako, Koura, du côté du Mali. Je suis maman d'un enfant albinos et je confirme que la peur et les mythes autour de l'albinisme sont très forts dans ma communauté. Cette émission va aider à mieux comprendre la réalité et à lutter contre la discrimination. S'il vous plaît, n'appelez pas, laissez vos messages et je vais lire. Merci pour ce programme. L'albinisme n'est pas une malédiction ni un don magique, mais une condition médicale qui mérite respect et protection. Il faut sensibiliser nos jeunes pour qu'ils arrêtent de marginaliser les personnes albinos. Ce message nous vient de Colbison, Jean-Pierre Banga. On va lire cet autre message. Vous voyez que les téléspectateurs, par contre, sont informés. On va lire ce message qui nous vient de Grace Dieri du quartier Kibera, Nairobi. C'est au Kenya. Wow. En Afrique de l'Est, les personnes albinos sont souvent victimes de violences à cause des croyances. Cette émission est un grand pas pour faire entendre la voix de ceux qu'on ignore souvent. Continuons à informer et à protéger les albinos et, s'il vous plaît, nous avons un souci avec votre signal, vraiment. Désolé, comme je le disais à l'entame de cette émission, vous pouvez suivre l'émission à travers notre page Facebook Info TV Cameroun. Le signal peut ne pas être bon, mais on va essayer d'y remédier en tout cas. On poursuit ce message, on poursuit cette lecture des messages, pardon, avec cet autre message. Bonjour, j'aimerais que cette émission parle aussi des soins spécifiques que doivent recevoir les personnes albinos. On les a abordés tout à l'heure. Oui, peut-être le téléspectateur n'a pas pris l'émission en cours. Oui. Après l'émission en cours, en cours, oui. Et comme la protection solaire, trop de gens ne savent pas cela. Merci. C'est Samuel Djoumi depuis Daïdo, du côté de Douala. Il a pris l'émission. Pour revenir très rapidement sur ça. C'est que je souhaite dire, comme c'est la semaine qui conduit à la journée mondiale de sensibilisation à l'albinisme, sur l'étendue du territoire, ce qui a noté, il y a beaucoup de campagnes de santé qui sont proposées à cette cible. Et c'est aussi l'occasion pour nous d'inviter ces populations ayant ces enfants albinos ou alors étant même des personnes albinos, de se rapprocher de ces différentes structures sanitaires. Si je peux me le permettre, parce qu'effectivement, nous aussi, on a lancé une campagne sanitaire. Donc, il y a des consultations
pour justement ces personnes vivant avec l'albinisme, ils peuvent donc se rapprocher auprès de notre centre ou dans d'autres structures sanitaires. Donc, on rappelle que effectivement ces campagnes sont orientées sur les questions de dermatologie, d'ophtalmologie, mais ça n'exclut parce que l'albinos ne souffre pas que des problèmes dermatologiques et ophtalmologiques. Il y a d'autres affections dont il peut aussi souffrir. C'est pourquoi nous avons fait une grande palette donc de plusieurs offres de consultation. D'accord. Fatoumata Sissiko nous dit: les mythes sur l'albinisme ont causé beaucoup de souffrance dans ma région. Merci à vous pour ce travail de sensibilisation qui aidera à réduire les préjugés et les actes de discrimination. Elle nous écrit depuis le Mali. On va poursuivre avec les questions croisées. Ces questions sont adressées à tout le monde. Fidèles téléspectateurs, vous êtes en direct de votre émission Au cœur de la santé sur Info TV. Et l'albinisme est au cœur de cet échange. Nous avons posé ce thème sur le plateau afin de vous permettre de mieux comprendre les personnes atteintes d'albinisme, les réalités que ces personnes vivent, afin de diminuer, si ce n'est éradiquer totalement les discriminations qu'ils font, qui les empêchent d'évoluer dans la vie. Pourquoi, selon vous, les mythes liés à l'albinisme persistent encore au XXIe siècle, même chez les personnes instruites? La question à qui veut l'apprendre? Oui, Thierry, allons-y. D'accord, je me permets de prendre la parole. Et je dirais simplement parce que la sensibilisation n'est pas intense. Vous allez voir, on va constater que chaque année, à l'approche de la célébration de la journée de l'albinisme, plusieurs actions sont initiées pour sensibiliser. Mais dès lors que la journée s'achève, tout est à l'oubli. Les mêmes problèmes recommencent. Alors qu'on nous a appris que la répétition est la mère de la science. On doit répéter chaque jour dans les oreilles des populations que l'albinos c'est un être humain comme tout le monde. Et je profite de l'occasion pour déjà remercier Info TV et vous encourager à, en dehors de cette journée, mais les mois à venir, à continuer ces échanges. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas aborder toutes ces questions sur l'albinisme, mais nous serons ravis de revenir ici plusieurs autres fois pour continuer de sensibiliser sur l'albinisme. Je crois que si on intensifie ces actions, la courbe pourra s'inverser dans les années à venir. D'accord. Merci. Ok, docteur Roger, vous voulez ajouter quelque chose? Bon, c'est que je vais ajouter en ce qui concerne les mythes, il faut effectivement aborder la question sous une dimension psychologique. C'est vrai qu'en psychologie, on dit souvent que la loi, c'est le nombre. Donc, et effectivement, donc, les albinos ne sont pas nombreux, ils sont une minorité. Et en général, comme une minorité, ça fait une exception. Donc, de ce fait, on est vu différemment. Et toutes les imaginations possibles, parce que quand on parle des mythes, c'est des imaginations, des représentations qu'on a. Et dans cette approche, si les mythes persistent, il faut effectivement évoquer la question de culture. Parce qu'il y a des gens qui sont profondément entrés à la culture, qui n'ont pas l'autonomie de la pensée, c'est-à-dire que cette capacité de jugement, de discernement, via les connaissances qu'il a reçues peut-être dans son cursus scolaire, universitaire ou de formation, de savoir que non, effectivement, avec tout ce que j'ai reçu comme information, l'albinisme, c'est juste, on dit, c'est le phénomène qu'on essaye d'expliquer. Donc, il n'y a rien de mystérieux sur l'albinisme. D'accord. Quelles actions concrètes et collaboratives pourraient être mises en place entre les soignants, les personnes concernées et les défenseurs des droits? Dora, vous voulez dire quelque chose? Bon, pas grand-chose, mais bon, je pense déjà que en ce qui concerne les défenseurs des droits, pour moi, il est question en fait de revoir tout le cadre juridique concernant ces personnes-là. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est mis sur papier n'est pas ce qui est fait. Et ça, vraiment, j'insiste dessus.
que le gouvernement vraiment prête un œil ou une oreille attentive à ça. Ce qui est mis sur papier n'est pas ce qui est. Parce que ces personnes-là continuent d'une manière un peu plus polie à être discriminées. Donc je dis d'une manière un peu plus polie, on ne te dira pas que non, je ne veux pas te recevoir. Mais par contre, on va te laisser craigner des heures et des heures et des heures avant de te recevoir. Et ce, même dans des institutions publiques. Dernièrement, j'étais à la justice pour récupérer un document. Et ça m'a fait mal. J'avais oublié le parapluie. Donc j'étais sur les intempéries du soleil. Donc je prie vraiment tout le cadre juridique de revoir la mise en place des gens qui sont là pour ça. Comme le docteur Auril l'a dit, nous sommes une minorité. De ce fait, nous devons être une exception. Maintenant, ce qui concerne directement ces personnes atteintes d'albinisme, déjà, je l'ai toujours dit, je les invite, c'est pas facile du tout, et pour ce faire, il faut s'entourer des bonnes personnes. Je les invite à pouvoir s'exprimer, apprendre à s'affirmer, parce qu'on va pas se lever un jour et puis vont dire que bon, moi je suis Dora, je m'affirme, je ne vais pas bien m'exprimer tout d'un coup, non. Donc je les invite à apprendre à s'exprimer, s'affirmer, et comme Monsieur Thierry l'a dit, s'autonomiser, chercher à apprendre un métier forcément. Un métier, je précise, avec les mains, c'est important. L'homme, c'est important qu'un homme avec grand H sache faire un truc de ses mains. Thierry? Oui, je dirais, en tant qu'activiste, si l'expression, je donne un conseil à toutes les associations qui militent pour les droits des albinos, de constituer une force, une coalition solide, parce que aujourd'hui, on se rend compte que les efforts sont un peu dispersés, les énergies sont dispersées. Il y a plusieurs associations de défense des droits des albinos, mais on a l'impression que la voix n'est pas écoutée. Mais plus on se met ensemble, on forme une coalition solide. Je crois que même ces personnes seront prises au sérieux. Je crois qu'il est nécessaire qu'aujourd'hui, cette minorité se mette ensemble et parle d'une même voix pour que leurs problèmes soient vraiment entendus. S'ils ne le font pas, ça sera un peu très difficile. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous essayons de travailler. Moi, c'est un réseau, c'est pas une association. Donc nous essayons de travailler avec toutes les organisations et les individus qui militent pour les droits des personnes albinos et qui ont aussi le vitiligo. D'accord. On va poursuivre la lecture des messages. Bonsoir à tout le plateau. Moi, 16e, et pour ma petite expérience, les personnes atteintes d'albinisme ne sont pas à marginaliser ou à stigmatiser. Ce sont des personnes comme les autres et il est important de leur donner la place dans la société. Je suis d'ailleurs très amoureux d'une femme albinos très belle et intelligente et pour moi, je me vois bien faire de beaux bébés albinos avec elle. Merci. Asfa. Très beau témoignage. Très beau témoignage. Malheureusement, il n'a pas signé son message. On va lire cet autre message. Comment peut-on soutenir les personnes atteintes d'albinisme? Comment peut-on... il a repris la même question. Comment peut-on soutenir les personnes atteintes d'albinisme, notamment en termes de sensibilisation, d'éducation et de défense de leurs droits? Lévi Herman depuis Douala. Bonsoir, très belle émission. Je pense qu'on avait déjà fait le tour des droits et du soutien. On va lire cet autre message. Si vous permettez, madame, parce qu'elle a dit comment. Oui. Donc peut-être c'est l'occasion pour nous de lancer aussi cet appel. S'il y a des personnes qui aimeraient justement nous accompagner dans ce travail de sensibilisation et d'éducation. C'est l'occasion, via Masseward, il y a le directeur qui est là. Je ne sais pas si on peut passer nos contacts, si des personnes peuvent ils vont vous joindre à travers le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Voilà, et maintenant, nous, on va transmettre l'information. Merci. Merci. Donc, Dora, ça va? Oui, ça va. D'accord. On va prendre cette dernière question. C'est vrai que Thierry l'a abordé tout à l'heure. Quel rôle les médias et les écoles devraient-ils jouer dans la lutte contre la discrimination des personnes atteintes d'albinisme? Quel rôle? Je crois que nous avons dans la SND 30 le gouvernement a prévu toutes les dispositions et toutes les stratégies nécessaires pour promouvoir l'inclusion des personnes avec un handicap. Voilà, et des personnes vulnérables.
de façon générale, parce que dans la vulnérabilité, il y a plusieurs classifications. Je crois que tout est déjà inscrit. C'est vrai que Dora a dit que ce qui est écrit n'est pas toujours fait. Juste rappeler et encourager davantage ces personnes à être humains. Si peut-être dans un établissement scolaire, on sait que cet enfant a une déficience visuelle, qu'on prenne des dispositions, pour que cet enfant puisse avoir une bonne position qui permet de lire au tableau et de pouvoir mieux prendre ses notes. Je crois qu'on n'a pas besoin de midi à 14h pour le faire. Donc, juste les encourager à mettre à l'exécution tout ce qui a été prévu. Dora, ça sera votre dernière prise de parole. Merci Thierry. Merci. On est en train de courir après le temps là. D'accord. Juste pour compléter ce que M. Thierry a dit, cela va aussi également à l'endroit des cadres enseignants. J'insiste dessus parce que ce sont ces gens-là qui passent plus de temps avec les élèves, les enfants que les parents. Donc cela va à l'endroit des cadres enseignants de veiller. En fait, ils ont un rôle de protecteur. Donc c'est leur rôle en fait de protéger ces gens-là. D'accord. Docteur Rodrigue? Ouais. En une seconde. I would like to say something in English. Okay, it's just it's a great opportunity to us to be here to talk about albinism. So it's a place to invite population to continue with sensitization and education. Albinism is not a stigma, it's not a witchcraft, it's not a problem. We are all human beings, normal human beings, so that don't be afraid of us. Approach us, discover us, and you will discover many things about us. Ok, merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Dora, Thierry, Dr. Rodrigue. Merci Ange, merci. Merci à vous fidèles téléspectateurs de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous mardi prochain lorsqu'il sera 15h et surtout n'oubliez pas, comme j'ai coutume de le dire, la santé c'est comme la richesse, il ne suffit pas de l'avoir, il faut la conserver. Prenez soin de vous et prenez soin de votre famille. À mardi prochain, nos programmes se poursuivent sur Info TV. Au revoir.